vous avez une petite manette. À la suite de BFM Story, et l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ont repris aujourd'hui, conformément à la décision de la Cour d'appel hier, et en attendant le rapport d'un comité de l'ONU, un coup de théâtre judiciaire qui a été salué bruyamment par les avocats des parents qui demandent d'ailleurs une nouvelle fois le transfert de leur fils dans un établissement spécialisé. Vous avez entendu la classe politique qui se divise sur cette question, le Vatican qui s'en mêle et le neveu de Vincent Lambert qui tout à l'heure dans BFM Story, lui est favorable à l'arrêt des traitements. Il parlait de sadisme pur dans cette affaire. Et la question se pose également sur cette fameuse loi Claes-Leonetti qui, a priori, devait régler cette affaire et qui ne la règle pas. Alors, faut-il faire évoluer la loi? J'accueille autour de la table le docteur Alain Ducardonnet, notre consultant santé ici à BFM TV. Bonsoir, docteur. À vos côtés, nous sommes avec Jonathan Denis. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Béatrice Brugère est avec nous, magistrate, secrétaire générale du syndicat FO Magistrats. Et puis Camille. Alors, je ne donne pas votre nom, c'est ça? Exactement. Alors, je vous appelle Camille et vous êtes sympathisante du comité de soutien à Vincent Lambert, donc du côté des parents de Vincent Lambert. Et on va donner tout de suite la parole à Alain Claes, le maire socialiste de Poitiers, co-auteur de cette fameuse loi, et on la cite beaucoup ces derniers jours, la loi Claes-Leonetti. Bonsoir. Finalement, votre loi n'est pas totalement adaptée au cas Vincent Lambert, si l'on en croit la décision hier de la Cour d'appel. Tout d'abord, je voudrais exprimer mon respect et ma dignité pour Vincent Lambert. Il y a des images hier soir qui ont profondément choqué des millions de personnes. Lesquelles? Il y a des mots qu'on n'utilise pas. La remontada, les effusions de joie? Remontada, par exemple, tout à fait. Qu'il y ait un débat, je le comprends. Il y a une famille divisée, nous le constatons, mais je crois qu'en tant que responsable politique, il faut prendre le recul suffisant pour parler du cas de Vincent Lambert. Tout d'abord, est-ce que la situation de Vincent Lambert, qui est en situation végétative, rentre dans le cadre possible de l'application de la loi? Oui, sans contexte. Le Conseil d'État l'a dit à 2 reprises. Vincent Lambert est actuellement en survie artificielle et la loi, c'est-à-dire une sédation profonde et continue jusqu'au décès, accompagnée de l'arrêt de tout traitement et en particulier l'hydratation et de l'alimentation artificielle, peut s'appliquer à son cas sous réserve que la communauté médicale, de façon collégiale, en tire les enseignements qu'ils ont faits. Le débat qui existe par rapport au cas de Vincent Lambert est un cas très douloureux. C'est la division de la famille. Or, la loi que nous avons fait adopter avec Jean Leonetti en 2016, justement, offre 2 possibilités qui n'ont pas pu être appliquées pour Vincent Lambert. Soit les directives anticipées qui permettent à une personne de dire très clairement ce qu'elle souhaite ou ne souhaite pas dans le cadre de la loi, et la personne de confiance. Dans la loi que nous avons fait adopter en 2016, nous introduisons cette notion de personne de confiance, qui peut être un membre de la famille ou non, mais quelqu'un de désigné par la personne qui, si la personne, au moment où les faits arrivent, ne peut pas s'exprimer, parlera en son nom et personne d'autre. Mais là, c'est son épouse qui est la tutrice. Elle est tutrice, mais elle n'est pas strictement personne de confiance. Donc, la chose qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette loi vive, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent exprimer à travers les directives anticipées ce qu'ils souhaitent et qui désignent une personne de confiance. Il y a un énorme travail à faire et je crois que ce travail est devant nous. Je voudrais ajouter 2 choses, 2 contre-vérités qui ont fait beaucoup de mal au débat. Tout d'abord, pouvoir affirmer que Vincent Lambert, si les traitements arrêtés, mourrait de faim et de soif. Dire cela, c'est inacceptable. Les soins se poursuivront jusqu'au dernier moment de la vie de Vincent Lambert. Et la deuxième chose, assimiler la situation de Vincent Lambert à la situation des handicapés, c'est aussi un contresens. Cette loi, on a voulu 2 choses. Ne pas accepter l'acharnement thérapeutique et d'autre part accompagner la personne
dans son sommeil jusqu'à la fin de la vie. Vous savez, en France, tous les médecins se battent pour la vie, mais les médecins ont aussi une responsabilité, ils l'assument, c'est d'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la mort, les personnes. C'est ça le sens de la loi que nous avons fait adopter avec Jean Leonetti. Une question très rapide, donc si je vous suis bien, pas besoin de modifier votre loi. Écoutez, une loi doit être toujours évaluée. N'ayons pas la prétention de penser que tout est parfait. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à quoi? Nous sommes confrontés à une famille qui est divisée. Et par rapport à cette division, le corps médical se trouve devant cette responsabilité. Mais je voudrais ajouter une dernière chose. Le président de la République l'a rappelé. Une loi ne s'applique pas sur ces sujets-là de façon uniforme. Une loi fixe un cadre. Est-ce que le cas de Vincent Lambert rentre dans ce cadre? Oui, totalement. 2 fois le Conseil d'État l'a dit. Alors ensuite, je termine. Ensuite, c'est la communauté médicale, de façon collégiale, prévue par la loi, qui a pris cette décision. Et ils l'ont pris en toute clarté. Donc il y a ce jugement de la Cour d'appel. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce jugement. Mais simplement, le seul commentaire, c'est que ça m'interpelle et j'imagine ce qu'a pu ressentir Rachel Lambert hier soir, à travers les images qui ressemblaient plus à une sortie de match de football qu'à un sujet qui concerne la vie et la mort d'une personne. Merci Alain Claes, maire socialiste de Poitiers, co-auteur de cette fameuse loi Claes-Leonetti. Merci, vous étiez avec Pierre-Emmanuel Besset depuis Poitiers. Vous avez entendu ce que dit le maire, il ne comprend pas la décision de justice, il n'est pas le seul. Pourquoi tout d'un coup la Cour d'appel va à l'encontre d'une décision du médecin de Vincent Lambert et d'une bonne partie de la famille de Vincent Lambert, à commencer par son épouse? Alors, si vous permettez, est-ce que je peux déjà rebondir sur ce qui vient d'être dit? Ça me semble intéressant parce que là, on vient de poser un cadre juridique qui n'est pas évident pour le public qui nous écoute. La vraie question, bon, elle est juridique et je vais en parler tout de suite, mais la vraie question, elle est plus que juridique. C'est la question d'abord de ce qu'une société en fait, accepte ou n'accepte pas, et qui a le droit de vie et de mort dans une société. Est-ce que c'est nous les juges? Est-ce que c'est les juges judiciaires, les juges administratifs? Est-ce que c'est l'équipe médicale, la communauté médicale? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est vous, les médias, l'opinion publique? Est-ce que ce sont les lobbies? Est-ce que c'est les militants? Voilà. Est-ce que ce sont les parents? Les parents, non mais voilà tout ça. Donc ça c'est déjà la question, la vraie et la seule question à mon avis de l'affaire Lambert. Et rappelant en plus que des Vincent Lambert, il y en a plein des Vincent Lambert, hein, je crois, je parle sous votre contrôle, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui dans ce cas-là. Donc c'est pas l'affaire de Vincent Lambert. Toujours avec des batailles familiales et judiciaires. Hein. C'est une vraie question. Et sur les batailles familiales, je vais vous répondre, nous les magistrats, on ne connaît que du conflit. C'est un peu malheureusement... Oui, mais pourquoi la Cour d'appel? Répondez-moi, parce que moi je voudrais savoir pourquoi la Cour d'appel va à l'encontre d'une décision de ceux qui savent en fait en quelque sorte. C'est-à-dire les médecins. C'est là où il y a une confusion. Le problème dans ce dossier, c'est qu'il n'y a que des confusions, il n'y a que des conflits. Il n'y a aucune personne qui est d'accord, ni dans la communauté médicale. Hein, j'ai entendu le mot comité médical, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai regardé, les médecins sont pas tous d'accord. La famille est divisée. Et pour venir à nous, les magistrats ne sont pas divisés. Il existe aujourd'hui une hiérarchie des normes. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La Cour d'appel n'a fait qu'appliquer un principe fondamental qui est celui des voies de recours. Il y a une voie de recours. Alors après, on peut être pour, on peut être contre. Mais qui n'est pas contraignante, cette voie de recours. C'est-à-dire que l'ONU, quelle que soit sa décision, ça ne changera rien. Excusez-moi, ça demande quand même une toute petite précision, parce que là, il y a une hypocrisie quand même assez fabuleuse. La France, quand elle signe et ratifie une convention dans l'ordre international, elle s'applique dans l'ordre interne, c'est l'arrêt Niccolo, peu importe, elle s'applique dans l'ordre interne à une loi. Le problème, c'est pas ça, c'est que il y a un comité de surveillance qui est là pour recevoir. Et ce comité de surveillance, je réponds tout de suite à votre question, lui n'a pas de valeur contraignante auprès de la France, mais la France peut très bien violer ses engagements internationaux. Qu'est-ce qu'a dit la Cour d'appel? Elle a simplement dit: je ne juge pas au fond. C'est très clair, elle n'a pas dit je donne raison à l'un ou à l'autre. Elle n'a pas dit jusqu'au dernier recours. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit j'applique la procédure. Et c'est pas la victoire aujourd'hui de Vincent Lambert ou d'une famille d'un Ça a été salué comme tel quand même par la famille de Vincent, les parents de Vincent Lambert. C'est d'abord la victoire de l'application de la procédure. C'est déjà donc on est la seulement première dans la chose. procédure. Pas que.
Si vous me redonnez la parole, je vous expliquerai. Alors, vous comprenez ces explications? Oui, quand même il y a des mots qui me gênent, j'entends victoire, non, il n'y a pas de victoire. Non, je suis désolé, dans cette affaire-là, il n'y a aucune victoire. Effectivement, c'est l'affaire Vincent Lambert. Tout à l'heure, vous demandiez qui décide. Il y a une personne que vous avez oublié de citer. Peut-être sans doute. Le citoyen. Oui, la personne aussi, moi, bien sûr. Nous. Voilà. Le vrai cas, puisque votre sujet, c'est Vincent Lambert, la loi inadaptée, oui. Sur le cas Vincent Lambert, mais qui peut se reproduire, elle est inadaptée. Je ne reviens pas, moi je ne connais pas le dossier médical de Vincent Lambert, je fais confiance à des médecins qui ont porté devant des tribunaux pour dire qu'il y a obstination déraisonnable. La loi Claes-Leonetti prévoit effectivement des choses dans ce cas-là. Maintenant, le vrai cas que pose l'affaire Vincent Lambert, c'est qu'il n'y a pas de directive anticipée, comme le disait M. Claes, et il n'y a pas de personne de confiance. Donc il peut trouver que sa loi est parfaite, n'empêche que ce coup-là, on ne l'a pas prévu. Et c'est quand même la 3e loi fin de vie. Donc il faut faire comme en Belgique. Il faut dès maintenant, c'est un moment, prévoir les choses. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de directive anticipée, je n'ai pas de personne de confiance? Et j'invite tous les spectateurs à rédiger cette directive anticipée. En Belgique, c'est le conjoint, la personne avec qui vous avez choisi de faire votre vie. Donc c'est l'épouse et pas les parents? Ah non, c'est l'épouse, l'époux, le conjoint, avec qui vous avez construit quelque chose, avec qui vous avez abordé ce sujet, qui vous connaît le mieux, qui prend la décision. Ensuite, les enfants majeurs. Ensuite, les parents. Ceci en cascade. On pourrait très bien le prévoir dans la loi française pour ne plus avoir d'autres cas Vincent Lambert. Et ensuite, ça pose évidemment une réflexion qu'il faut qu'on fasse apaiser. Il faut qu'on arrive à se poser sur cette question et voir une évolution de la loi fin de vie qui respecte le choix de chacun. Il ne faut rien imposer à personne. Camille, vous qui défendez plutôt la position des parents, on n'est pas là pour le coup dans l'acharnement et dans, comme je reprends le terme qu'utilisait tout à l'heure le neveu de Vincent Lambert, dans du sadisme pur. Alors moi, il y a justement un terme qui m'a un petit peu heurté tout à l'heure, pour ne pas dire choqué, c'est quand on a dit que Vincent Lambert était en survie. Comment peut-on dire que Vincent Lambert est en survie? Vincent Lambert est un être humain qui vit. Vincent Lambert a des émotions. Ah mais alors, est-ce que c'est l'État qui définit le fait qu'on soit vivant ou pas? C'est aussi tout un autre débat. Mais Vincent Lambert... Une vie végétative, c'est une vie? Toute vie est une vie. À partir du moment où vous êtes vivant, pour moi, vous êtes vivant. C'est bien de vouloir juger de la vie des gens. Moi, je ne le fais pas, vous le faites. Je vous ai pas interrompu, donc je vais juste poursuivre ce que je voulais dire. Donc, Vincent est un être humain qui vit. Vincent a des émotions. Vincent n'est pas dans un état végétatif. Il est dans un état c'est ce que disent les médecins. Moi, je suis relationnel. Pas et si on a dit tout à l'heure sur le plateau, les médecins. Oui, enfin, il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas d'accord. Et en particulier... Je parlais de ces médecins, lui, qui l'ont vu, qui l'ont consulté, qui sont peut-être les mieux placés. Mais vous avez un médecin qui est le docteur Kiefer, qu'on a entendu à plusieurs reprises, notamment dimanche, qui dit que le problème à la base, c'est que Vincent Lambert est actuellement dans une unité de soins palliatifs, ce qui n'est absolument pas adapté à son cas. Vincent Lambert doit être envoyé, doit être transféré, et c'est ce que nous demandons, dans une unité spécialisée. Ça changera quoi ? Où il pourra, écoutez-moi, où il pourra bénéficier des soins adaptés et justement avoir le droit, en tant qu'être humain digne d'avoir une belle vie, Mais si son état est irréversible, d'avoir une vie quel que soit le soin, ça ne change rien. Mais Vincent fait des progrès. Est-ce que vous l'avez vu en train d'avaler de la compote? Bah moi j'ai vu les images. Alain Ducardonnet, alors expliquez-nous, il est dans un état végétatif ou est-ce qu'il peut avaler de la compote et finalement il pourrait s'en sortir dans une autre unité spécialisée, si je suis bien l'argument. Soyons très clairs, il y a eu 3 expertises médicales qui ont été faites par des gens très différents. Tous ont conclu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'état d'éveil sans réponse adaptée. Ça veut dire quoi? C'est en effet ce qu'on appelait avant l'état végétatif, c'est-à-dire que tout ce qu'on observe dans des vidéos qui ont été postées, peut-être malheureusement, ne sont que des situations réflexes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté et aucune communication. Je pense que vous serez d'accord avec cet esprit. C'est là où on diffère. Mais... Non mais attendez, ouais, à partir du moment où on fait 3 expertises et que les 3 convergent, on est obligé de les prendre comme étant la réalité de l'État. Et encore une fois, quand on est à ce stade-là, le terme qui a été employé tout à l'heure de handicap ne me choque pas. Ne me choque pas. Car en effet, c'est quelqu'un qui est indépendant de machine. Donc il n'est pas aidé pour respirer, il n'est pas aidé au niveau du rein, son cœur fonctionne bien, simplement il est dans un état en effet végétatif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il est en effet dans une unité de soins palliatifs, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, pour ne pas dire pas du tout la réalité. Et c'est pour ça que la loi Claes est un petit peu ambiguë, parce qu'on l'a dans la tête comme étant quelque chose de fin de vie. Là, en l'occurrence, on pourrait tout à fait imaginer, et il y a d'autres cas, puisque vous citiez tout à l'heure, en effet, il y a en gros 1500 à 1700 personnes qui sont dans ce même état, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils soient hospitalisés dans un endroit où on prenne soin de lui. On le fait pas alors. Eh ben, c'est la question qu'on peut se poser, en effet. C'est la question qu'on peut se poser. Il y a des unités qu'on appelle des unités de soins pour les personnes cérébro-lésées. Donc ça, ces personnes sont dans cet endroit. Et là,
on leur fait des soins qui sont des soins de stimulation, qui sont des soins plus adaptés à ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. C'est vrai. Le seul problème, c'est que quand on dit est-ce qu'il y a un acharnement ou est-ce qu'il y a une obstination déraisonnable, la démarche classique, c'est de dire les médecins se mettent d'accord sur un diagnostic, partagent avec la famille et l'ensemble dit. Parce que là, encore une fois, on a un problème, c'est qu'on ne sait pas, en fin de compte, quelles étaient réellement ces paroles contre paroles. Parole de la femme contre la parole des parents. On décide ou non que, eh bien, on a dépassé la raison. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et s'il avait écrit noir sur blanc ce qu'il souhaitait, il n'y aurait pas d'affaire. Ah ben, il n'y aurait pas d'affaire. Le problème, c'est que la loi a été faite postérieurement à cette histoire et qu'on n'a pas dans cette loi, et c'est ce qui manque, et je suis d'accord avec vous, c'est la hiérarchisation, en fin de compte, de la parole. Qui peut prendre la parole en son nom ? Alors qu'il n'y a rien d'écrit et qu'il n'y a pas, donc, entre la femme et les parents, on pourrait imaginer que c'est comme pour les successions, hein, il y a un ordre dans la loi. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans la loi? C'est ça qu'il faut la mettre dans la loi, alors. Sur la loi Claes, c'est aussi, puisqu'on est sur le médical, si vous permettez, il y a quand même eu un grand changement. C'est qu'aujourd'hui, dans le cas de l'affaire Lambert, on parle d'acharnement thérapeutique, je ne dis pas vous, mais on entend parler de ça. On parle de traitement, de soins. Et en fait, la loi Claes a eu cette modification extrêmement importante, c'est d'assimiler l'hydratation et l'alimentation à un traitement ou à un soin. Mais en fait, là aussi, il y a une vraie question. C'est logique. Oui, logique. Non, mais si vous l'arrêtez, il n'y a plus de vie. Donc, si on arrête simplement d'alimenter et de donner à boire à Vincent Lambert, il meurt. Bien sûr. Donc, il faut quand même appeler les choses par leur nom. Ça s'appelle quand même un acte positif d'arrêt de vie. Si demain, on arrête de vous alimenter... je peux m'alimenter tout seul, c'est la différence. Exactement, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est dans un état de dépendance qui fait qu'il est... ou d'handicap, qui fait comme beaucoup d'autres personnes. Quand vous êtes dans le coma, c'est exactement la même chose. Donc la question, elle est quand même cruciale. C'est-à-dire que cette affaire-là, il faut la dépassionner et la dépasser. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi, alors ? C'est-à-dire, non, mais la vraie question, c'est qui a le droit de dire à un moment donné... Vous n'avez plus le droit de vivre. C'est pour ça qu'on est en justice d'ailleurs. Parce que personne ne pouvait trancher. En Belgique, ils ont dit c'est la femme. Mais c'est pour ça que je suis. Ou alors c'est des directives personnelles. En Belgique, je ne suis pas du tout d'accord avec une évolution vers la Belgique qui est une évolution de l'euthanasie. Alors si notre société accepte. On parle il faut arrêter de dire des mensonges. Alors attendez, très vite. Il répond sur ça. Très rapidement. Sur la Belgique, il faut arrêter de dire tous les mensonges. Les Belges ce sera des réponses. Ils ont fait une loi réfléchissant aux droits des patients. Oui, vous êtes juriste, mais donc vous avez la vérité sur la loi belge. Je ne pense pas. Donc, ils ont fait une loi permettant l'accès universel aux soins palliatifs. On en parle depuis le 1er janvier, il n'y a plus de plan pour les soins palliatifs. Moi, je suis d'accord. Mais il faut qu'on mette l'argent et qu'il y ait un vrai plan qui soit mis dessus. Ils ont fait une loi sur le droit des patients. Ils ont fait effectivement une loi légalisant l'euthanasie, respectant le choix de chacun. Je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant du libre choix. Si vous souhaitez vivre jusqu'au bout, vous devez être respecté. Si je ne le souhaite pas, je dois être respecté. Donc les Belges, il faut arrêter de dire qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont été extrêmement intelligents. Oui, je le rappelle, pour les mineurs. Oui, et les représentants légaux. Oui, mais enfin, un mineur. Sauf qu'en France, dernièrement, on a proposé d'arrêter des traitements à une jeune fille. Je sais. Et les parents, pour des raisons religieuses, ne le souhaitaient pas. Ils auraient dû être respectés, ces parents. Est-ce que vous pensez pas que ça va mener des dérives et tout à fait d'accord avec pouvoir cadrer justement l'euthanasie? Bien sûr, on fait des lois pour des dérives, c'est bien connu. Ne faisons plus rien. On fait des lois pour encadrer les dérives. Vous avez 5000 euthanasies clandestines en France qui se passent chaque année sur des personnes parfois qui n'ont rien demandé. Moi, les dérives, je suis désolé, je fais confiance à la personne pour dire les choses. Je n'ai pas de vérité, je n'ai pas de certitude, personne n'en aura, il faut que tous les choix soient ouverts et on ne va pas euthanasier tout le monde demain, c'est uniquement le respect du choix de la personne. Merci, on voit bien que le débat est loin d'être clos ce soir.